pour moi. Ok, cool. Du coup, il y a une grosse différence entre... On a commencé. Ok. Oui. Il y a une grosse différence d'écriture entre les deux spectacles, là, quand même. Entre celui de 2018 et celui-là. Ouais. Oui, d'ailleurs, on me le disait souvent quand je sors... En fait, non. Quand je sortais de scène après avoir joué le précédent Bon Chien Chien, souvent les gens me disaient ah, c'est super, mais ça fait pas du tout penser à ce que tu fais sur France Inter. Parce que beaucoup de gens venaient me voir parce qu'ils connaissaient mon travail sur France Inter. Et donc ça m'a fait... J'ai gardé ça dans le coin de ma tête et je me suis dit, effectivement, j'avais commencé à l'écrire il y a longtemps, Bon Chien Chien. Et à un moment, je me suis dit, avec celui-ci, je veux vraiment qu'il soit plus en face des préoccupations que j'ai sur ce que je parle dans mes chroniques à France Inter. Donc, plus ancré dans l'époque actuelle. Et en fait, je me suis dit, il y a plein de trucs qui me font peur. Moi, je suis un peu c'est peut-être que je suis trouillard, ou je sais pas, mais en fait, je suis très inquiet pour l'avenir. Alors, c'est venu avec le fait d'avoir des enfants, évidemment. Mais, parce qu'avant, en fait, j'y pensais pas trop, j'étais là, Et en fait, donc il y a eu des enfants, et il y a eu ces peurs qui sont arrivées en même temps, et je me suis dit, je vais pas faire un spectacle qui va faire peur à tout le monde, et c'est pas possible. Et donc je me suis dit, comme sur France Inter, je me fais un peu fort d'arriver à faire rire avec des sujets angoissants, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire un spectacle entier comme ça. Et je m'amuse beaucoup à le faire, et je crois que les gens s'amusent un peu aussi, donc c'est cool. Et il a été réécrit un petit peu entre... Parce qu'il y a eu 12 représentations. Il y a eu 12 représentations en septembre 2020. Attends, je sais plus là, on est en 2020, septembre 2020. Après, on sait pas pourquoi t'as arrêté. J'ai arrêté, bah je sais pas non plus, j'ai complètement oublié. Ah, mais je crois que j'ai eu une pandémie. Une pandémie. Et donc je l'ai recommencé au début du mois de juin, j'ai repris des dates, et puis là je continue de faire des dates qui sont soit des reports de dates de l'année dernière, soit des dates programmées là. Donc c'est un peu le chaos pour l'organisation, parce que ma prod s'est arraché les cheveux pendant un an à décaler des dates qui étaient re-annulées, donc voilà. Mais... Celles qui étaient déjà prévues. Oui, et puis il y en a qui ont été prévues plusieurs fois et annulées plusieurs fois. Enfin, c'était un boulot de fourmi pour les gens de la prod, qui était un enfer de faire ça pendant des mois, quoi. C'était vraiment... Ça rapportait rien, puis c'était un boulot de dingue. Et il faut prendre l'avion pour... Non, je suis très heureux de ne pas avoir... Alors, le problème, c'est que donc, effectivement, je raconte dans ce spectacle pourquoi je ne veux plus prendre l'avion. Pourquoi c'est extrêmement contraignant aussi. C'est surtout ça que je raconte, c'est quelle est la contrainte que je m'impose à moi-même en disant que je ne veux plus prendre l'avion. C'est ça le sujet du sketch. Mais aujourd'hui, je reçois sur un... Donc c'est un peu... Je suis partagé parce que aujourd'hui, je reçois beaucoup, même sur Internet, des gens « Ouais, on a une super salle à La Réunion, viens jouer !» Et je suis là « Bah ouais, faut que je parte en bateau 3 mois avant. » Non mais donc, je dis pas, comme je dis pas que je prendrai plus jamais l'avion, je veux le prendre le moins possible, certainement pas en France. Et donc je le prends que quand je le prendrai, que quand ce sera pour une raison professionnelle, vraiment... Ouais, c'est un vrai choix, c'est pas que pour le sketch, c'est un vrai Ah choix. ouais, c'est un vrai choix, comme beaucoup d'autres choses, j'achète tout d'occasion, moi, par exemple. Alors je sais que c'est marrant parce que j'ai fait beaucoup d'interviews dans lesquelles je le dis et c'est toujours coupé. Parce que je pense que ça passe dans des magazines où il y a des annonceurs et tout. Je pense qu'il y a plein de magazines qui disent ouais, on va pas parler, on va pas faire de prosélytisme pour le fait qu'il faut acheter d'occasion. On coupe rien, nous. Bon voilà, ouais, moi j'achète beaucoup d'occasion. Bon voilà, donc c'est des... Les grandes marques s'y mettent aussi hein, maintenant. Il y a... À faire de l'occasion ouais, je crois que c'est H&M qui a un rayon maintenant second hand. Ah ok, Ouais, bon, ouais, bah, c'est ça- une bonne chose. Ça, Hein, mais, ça rentre dans le... voilà, après je voulais que ce spectacle parle des incohérences presque obligatoires qui sont celles qu'on est obligé d'avoir quand on décide d'avoir des choix écologistes un peu même radicaux. Parce que on est quand même obligé des fois de monter dans une voiture. Moi j'ai un ordinateur pour travailler. Parce que des fois sur internet, il y a des mecs qui me disent hey, t'es écolo mais t'as un ordinateur. Je suis là, mais connard, je vais pas vivre à poil dans les bois non plus, tu vois. Donc, Ouais, mais mon ordinateur, je peux l'avoir acheté d'occasion aussi. je l'ai acheté d'occasion, en plus. Et puis surtout je l'ai mis sous Linux. C'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai un ordinateur qui va me durer hyper longtemps. Parce que le truc qui me scandalise aujourd'hui, c'est quand t'as ton téléphone au bout de 3 ans qui marche plus, et puis quelqu'un te dit bah, faut le changer. Là, mais tu sais combien je l'ai payé il y a 3 ans ce truc-là. Un truc comme ça, quand je l'ai acheté il y a longtemps, t'as acheté un truc ce prix-là, tu pensais qu'il allait durer 25 ans quoi. Aujourd'hui, tu te fais prendre de haut parce qu'au bout de 3 ans, t'as pas changé ton téléphone. Il n'y a pas un problème, les gars, là. Déjà, on n'achetait pas des téléphones à ce prix-là. Déjà, ouais. Et puis donc, ouais, et puis donc, ce soit...
que ce soit aussi évident, que ce soit moi qui me rende pas compte qu'il faut en changer, il faut acheter un nouveau téléphone. Je suis là, les gars, mais attends, mais non, on va pas se racheter des téléphones tout le temps comme ça. Je sais pas combien j'en suis à mon combienième smartphone depuis 15 ans, là, mais ça a aucun sens. Ouais, et puis la matière première. Enfin, il y en aura moins là, puisqu'il n'y a pas de matière première. Ouais. Ben oui, c'est ça, mais là on y arrive. C'est un des sujets du spectacle aussi. Quand je dis que il faut freiner quelque chose, je pense que. Je dis ça parce que j'ai vu que dans les Édouard Philippe, je dis pas ça pour parler d'Édouard Philippe, mais j'ai vu que là il en sont partis et il a fait une conférence hier où il disait voilà là les gens avec qui nous sommes et voilà les choses que nous combattons. Et dans les choses qu'il combat, il y a marqué les partisans de la décroissance et ça me porte un coup au cœur. Je suis là, mais la décroissance, ça veut pas dire forcément revenir au modèle Amish ou revenir. Tu vois, des fois tu dis ouais, moi je pense qu'il faut freiner tout ça. On me dit ouais, tu veux revenir à la bougie. Je suis là, mais pas du tout. C'est pas, il y a de la nuance. Tu connais la nuance. Et donc, et pour moi, mais il y a même pas que moi qui le dis. Enfin, il y a plein de scientifiques et tout qui le disent. Ils disent on peut pas avoir une croissance infinie sur un espace fini. Donc on peut pas piller tout ce qu'on veut et tout. À un moment, il va falloir s'arrêter. À un moment, il va falloir se rationner. De toute façon, le GIEC, j'ai l'impression de faire une conférence, c'est hyper chiant. Mais non. De faire hyper militant et tout. Mais le GIEC, ils disent, le GIEC, parce que je parle du GIEC dans le spectacle, mais je fais des blagues dans le spectacle. Ouais, c'est c'est pas un que je spectacle, chiant non. comme ça. Le GIEC, ils disent qu'ils tablent pour 2030 les premiers rationnements internationaux. C'est-à-dire que à partir de 2030, on risque d'être obligé de se limiter en consommation d'internet, en consommation de fuel, en consommation d'eau, de bois, je sais pas quoi. Et donc là, pour le moment, c'est encore un peu la débandade, tout le monde fait n'importe quoi, mais l'opulence, ça va vite se serrer la ceinture, je crois. Parce que ouais, 2030, c'est après-demain, quoi. C'est pas... Ouais, c'est ça. Puis en général, ça arrive encore. Même là, j'ai fait une chronique sur Internet sur la pénurie de bois, il n'y a pas longtemps, et donc je raconte que... Parce qu'il y a une pénurie de bois qui fait que quand tu vas acheter un truc dans lequel il y a du bois, c'est plus cher, ou il faut attendre 6 mois avant de l'avoir. Et je dis, mais en fait, j'attendais pas si tôt les premiers signes de fin du monde, moi. Enfin, je dis de fin du monde, enfin, de genre de freinage obligatoire, de rationnement, quoi. Donc là, tu fais un spectacle, tu te dis, il faut que j'écrive sur un sujet grave, il faut que je fasse marrer quand même, Ouais. en même temps. Mais en fait, c'est des sujets avec lesquels je me fais... Enfin, en fait, pour écrire une chronique, une blague ou n'importe quoi, il faut d'abord que je me fasse marrer avec. Et je me rends compte que les sujets graves, peut-être qu'il y a une obligation en moi de désamorcer le truc qui fait que j'arrive assez vite à me faire marrer avec. Je sais pas comment, je sais pas où je vais chercher ça, mais... Et le fait est que je suis très heureux de réussir à amuser les gens avec des thématiques qui sont un peu angoissantes, quoi. Et donc les gens sont contents parce qu'ils me le disent à la fin, quoi. Ils me disent non. La pilule passe mieux, peut-être. Oui, voilà, je sais pas, ça les aide à... Oui, c'est sûrement comme ça qu'on fait passer des idées plus facilement. Peut-être, j'espère. Dédramatisant. Enfin, je voulais pas faire un spectacle militant. Je voulais pas faire un spectacle pour faire passer des idées, même si c'est un petit peu le cas, mais je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de nuances là-dedans. C'est pour ça que je voulais parler de contradictions et... Bah, l'important, c'est que si les gens en sortant, ils se disent là-dessus, sur 2-3 sujets, Oui, bien sûr. c'est ce qui est important, quoi. Bah oui, quand même, qu'il y a un petit truc qui passe. Ouais. Ouais. Dans 30 ans, on se souviendra du gars qui était venu. Exactement, motiver, comme je dis dans le spectacle. Vous pourrez dire, putain, dans 30 ans, il y a 30 ans, il avait raison, Thomas VDB. Ouais. Et pourtant, la veille, j'étais voir Édouard Philippe, qui disait pas pareil. Il y a 30 ans et un jour. Je me souviens que je t'allais voir Edouard Et les mecs Philippe. dans la salle étaient moins drôles, hein, je te le dis. Ah là Et ils là. étaient pas habillés en truc de case, hier matin. Non. Il n'y avait pas les quartiers populaires du Havre. Tu m'étonnes. Et il n'y a pas eu Little Bob à l'entrée. C'est le rock, c'est quand même la ville du rock. Je là, sais. hein. C'est... La ville du rock? Ouais. Bah, c'est pas parce qu'il y a Little Bob que c'est la ville du Ah, rock. c'est la ville du rock. Parce qu'il y a Londres aussi, quand même. Bah Même oui, en mais- France, tu veux dire. Ouais, mais pourquoi? Parce que du Havre, quand on était ado, pour 10 balles, on prenait le bateau et on Ah, allait en c'est vrai. Angleterre. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y avait le disqueur de Stéphane Saunier. Il avait pas son... Stéphane Saunier, le mec qui a été programmateur à Canal depuis des années, la Ouais. musicale. Ouais, Je c'est crois vrai. qu'il avait un disquaire, Ouais. il avait un magasin de disques au Havre il y a très longtemps, je crois. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Bon. Mais oui, certainement, bien sûr, c'est la ville du rock. Et puis il y a Rouen avec les Dogs, et donc il y a plein de... Ah, on est bien ici. Mais moi, je suis de Seine-Maritime, hein, tu sais, j'ai grandi à E. Donc tout en haut de la Seine-Maritime. Au-dessus. Ouais. Ok. Au-dessus de Dieppe, ouais, exactement. Dans la vraie campagne, parce que là, 50 bornes de Paris. Ouais. Non, Enfin, mais là, peut-être pour les j'étais à côté Parisiens, de la c'est mer. la campagne du coup. Ah, ça. mais je suis complètement à la campagne aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Je regrette pas du tout de m'être barré de Paris. Alors, bon, des fois, je prends le RER pour rentrer. J'ai 1 heure de RER. Donc, si t'as envie de faire caca, tu dis, ah, j'aurais mieux fait rester à Paris. Mais, parce qu'ils ont fermé les chiottes dans les RER, ces cons-là. Ah. Ah, et des fois, t'as envie de pisser. Après, tu bois des coups après le spectacle.
Tu sais, tu bois 3 bières avec des potes, puis après tu prends le RER, puis t'arrives à Bretigny-sur-Orge, t'es là, bordel de merde! Et t'es obligé de descendre, pisser, puis t'attends le RER suivant. Oh, j'ai déjà fait ça, c'est l'enfer. Mais nous, du coup, on est un peu à la campagne ici, on connaît pas ces trucs, tu vois, de RER, de métro, de... Non. de Bah, le trajet. RER, c'est le métro qui va en banlieue. Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais en fait, c'est le genre de contrainte que ici. Bien sûr. Par contre, on prend la bagnole pour tout. Mais vous avez une voiture, moi je ne prends jamais la voiture. C'est ça. Mais c'est pas, voilà, encore une fois, comme je le dis dans le spectacle, je prends plus l'avion, mais il y a un truc qui m'a aidé à faciliter cette prise de décision, c'est qu'à la base j'ai peur en avion. C'est-à-dire que dans le même ordre d'idée, j'ai pas de voiture, mais j'ai peur en voiture. Donc c'est aussi, j'aime pas la voiture parce ce qu'elle représente, parce que pour moi c'est un outil de mort. Parce que j'ai eu des accidents et tout, c'était jamais de ma faute, c'est des mecs qui ont lâché un parpaing du haut d'un pont sur l'autoroute quand tu conduis, donc ça explose le pare-brise. Donc en fait, j'ai pas peur du mec qui conduit à côté de moi, j'ai peur qu'il y ait un enfant qui surgit sur l'autre, je suis toujours tu vois, je suis toujours dans le truc en train de me dire attention, qu'est-ce qui va arriver, il va arriver. Donc je suis en panique tout le temps, je perds 5 litres d'eau au kilomètre, c'est l'horreur en voiture. Et donc, du coup, le coup de la pandémie, ça a dû être effrayant pour toi, il y a plein de choses qui te font flipper. Ouais, mais oui, bah au début de la pandémie, comme tout le monde, j'étais chez moi et j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, enfin vraiment, c'est jamais arrivé qu'ils nous disent restez chez vous et tout, on était là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc on allait faire nos courses, puis on revenait, puis on lavait nos courses, parce que quand même, on a un peu zappé ce truc-là quand même, on se remet à serrer un peu la main et tout, on se dit ouais je suis vacciné, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus maintenant les trucs de gel, machin partout, on est passé à autre chose. Ouais, ça c'est un peu détendu. Pour changer de sujet, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui arrivait le 14 octobre, avant que je me trompe. Oui, je sors un livre le 13 octobre exactement, Le 13. qui s'appelle Comedian Rhapsody, et qui raconte, c'est l'histoire de ma passion pour la musique, de tout enfant jusqu'à ce que j'arrête de travailler dans la musique, m'étant rendu compte que travailler dans la musique m'en avait un petit peu dégoûté. Et donc je raconte ça, donc c'est vraiment l'histoire de ma passion pour la musique, combien elle a été déraisonnable à plein de moments de ma vie, pourquoi j'ai collectionné frénétiquement certains groupes et des trucs comme ça, pourquoi j'ai monté le fan club d'un groupe, ou que j'étais au fan club d'autres groupes, des choses comme ça. Donc c'est l'histoire de ma passion pour la musique, et vraiment comment mon rapport avec elle est tout de suite modifié dès qu'en fait j'en fais mon métier. Parce que donc j'étais journaliste dans la musique, puis rédacteur en chef, et je me rendais compte que j'étais constamment dans l'obligation de devoir avoir un avis obligatoire sur les nouveaux disques que je recevais. J'en recevais 20 par jour. Et moi, j'ai jamais été programmé pour écouter de la musique à raison de 20 nouveautés par jour. Moi, j'aime être en boucle sur un album, des fois pendant un an, tu vois. Et donc, et là, j'étais rédacteur en chef, et j'arrivais plus à... Tu vois, j'étais là, en fait, je mettais un disque et tout de suite, il fallait que je sache ce que j'en pensais et tout, et donc c'était plus du tout un rapport spontané. Et en fait, travailler dans la musique a un peu niqué la spontanéité de ma passion pour la musique. Et donc, je raconte toute cette histoire-là, de mon enfance jusqu'à ce que je recommence à travailler dans la musique et tout, et que j'arrête, parce qu'en filigrane, il y a aussi cette passion pour un peu la comédie, et à la fin, en fait, j'arrête quand... C'est pas grave si je raconte la fin, c'est pas Hitchcock où il faut, ouais. C'est pas... et à la fin, le livre s'arrête quand je me lance dans la comédie, en fait. D'accord. Des petites cassettes audio Oui, il y a des cassettes audio sur la pochette, parce que ça raconte... Il y a une grosse partie de mon adolescence qui est... Je sais pas, le temps que j'ai passé dans mon adolescence à calculer... le temps qu'un album allait prendre pour mettre en face A, mais attends, il fait 48 minutes, donc la face fait 45 minutes, donc il faut que je mette un morceau en face B. Enfin, c'était vraiment un truc qui m'a pris un temps dans ma vie, donc c'était une obsession. Et donc tout était obsessionnel, en fait, mon rapport à la musique a toujours été obsessionnel, et donc ça parle beaucoup de ça, en fait, de la musique avant Deezer, avant Spotify et tout ça. Donc c'était quand, il y a un truc dans lequel je raconte que la première fois que j'ai eu le premier best-of de Queen en cassette, on me l'avait copié, il y avait Under Pressure, la chanson de Queen avec David Bowie, qui n'était pas en entier, parce donc c'était coupé avant la fin, et donc il a fallu entre 6 mois et 1 an, avant que je tombe sur quelqu'un dans ma classe, qui disait « Ah, je l'ai le best-of de Queen », je dis « T'as la fin de Under Pressure ? Mais tu vas me la copier !» Et donc ça, c'est des trucs, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais cette espèce de quête, à l'époque, c'était... Les cassettes originales étaient plus longues parfois que les cassettes vierges pour recopier, donc effectivement t'avais pas tout le... Mais on a vu tout à l'heure que le dernier TFN sort en vinyle et cassette audio. Ah, mais ils ressortent des cassettes audio, mais alors ça j'ai pas compris moi d'ailleurs de ressortir des cassettes, parce que bon, mais voilà, c'est le côté rétro. Ouais, je sais pas si c'est si c'est très décroissant de refabriquer des nouveaux trucs. Ouais, du plastique en plus.
Oui, bah oui, oui. Mais bon, en même temps, je suis collectionneur de disques, alors c'est une question ridicule que je me suis déjà posée. Je me suis dit, est-ce que c'est plus écologique d'écouter de la musique sur un disque en plastique ou de l'écouter en streaming? C'est pas un truc qui m'empêche de dormir, mais je me suis posé la question. Bah, sauf que c'est pire en streaming, Oui, à cause des énormes je serveurs, crois que des c'est ça, refroidissements pour les serveurs, Ouais. c'est un truc de fou. Ouais. Ouais, il y a eu un truc où, comme les jeux Dans- vidéo, ils ont dit on les met plus en CD parce que c'est du plastique, sauf que les énormes serveurs qu'ils ont fabriqués partout, Ouais. qu'il faut refroidir, l'électricité, etc., en fait, Ouais, pire. c'est pire que tout. bien sûr. C'est triste. Mais c'est un spectacle drôle. Sinon, ouais, il y a plein de trucs tristes. Non, là, on a parle que passé, de trucs relous. vraiment un très très bon moment. Génial. C'est pas parce que hier on était avec Edouard. Hein. Ouais, bah, Mais, ça contraste. Hein. C'est vrai que Edouard Philippe hier, moi aujourd'hui, c'est. Non, on savait par rapport au spectacle qui avait été vu à Gonfreville déjà, bon, on était parti sur une valeur sûre. Ouais, ouais. Mais Voilà. c'est vrai que ça n'avait rien à voir au niveau contenu, quoi, avec Bon Chien Chien. C'est vrai. Et du coup, je comprends mieux l'affiche. Oui, bah oui, c'est mon obsession de la chaleur, enfin ma phobie de la chaleur. Et donc qui est une phobie qui me préoccupe de plus en plus parce que là, Bah, c'est la police en- les canicules en été, moi vraiment je suis en boule chez moi. Quand je vois aux infos qu'ils disent il y a une vague de chaleur annoncée pour la semaine prochaine, je suis en panique quoi, mais vraiment en panique. Je suis là, donc ça me met le moral à zéro. Je suis oh là là, ça va être horrible et donc j'arrive pas à vivre j'arrive pas à m'adapter quoi. Il y a Donc, des c'est gens pour qui ça vont que- dire mais non, t'as vu comment il fait froid en ce moment, c'est des conneries. Mais c'est pour ça que non, mais il faudrait que les gens arrêtent de dire réchauffement climatique. C'est pas un problème de réchauffement, c'est un problème de changement de climat qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, le réchauffement, ça a tendance à monter de plus, enfin plus le chaud monte, c'est-à-dire qu'il y aura du vin dans 15 ans dans le Pas-de-Calais. Mais à côté de ça, il y a des endroits où il va faire beaucoup plus froid, où il faisait chaud avant, et donc en fait, c'est les modulations de température qui sont très fortes, mais c'est pas un réchauffement général, parce que c'est Pascal Pro qui dit « Ah bah oui, il faisait -2 ce matin dans les Yvelines, bravo le réchauffement climatique !» Ouais. Putain, bravo pour ton argument. J'espère que les gens ils s'arrêtent pas. Peut-être. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Pascal Pro. Ouais, c'est malheureusement. Ouais. Oui, parce qu'en plus il n'y a pas de souci, il n'est pas du tout macho, lui, il n'y a rien. Pas du non, mec. Non, 4,8. très très bien. 4,8. Moi c'était des glaçons en plastique dans la baignoire. Pas du tout, c'est des vrais glaçons. Ah ouais. Ouais. Donc, Parce qu'on a essayé avec des glaçons plastiques, ouais. et en fait ça coule. Donc en fait, les gens avec qui j'ai fait la photo, c'est à Amsterdam j'ai fait cette photo. Parce que non, parce que j'ai une copine, un photographe là-bas. T'as et dû donc, faire des courses. je suis allé passer un séjour agréable à Amsterdam. Et donc ils avaient prévu un camion réfrigéré avec je sais pas combien de mètres cubes de glaçons. Et puis avec des faux glaçons, mais en fait on a commencé par les faux glaçons, mais ça coulait. Donc au bout de 5 minutes, ils m'ont dit bon, on oublie les faux glaçons. Et ils m'ont versé des baquets entiers de cubes de glace. Donc j'étais dans de l'eau chaude au début, et en 10 secondes, tu passes dans de l'eau à 6 degrés. Du coup, Ah, Et donc, une belle affiche, hein, c'est. L'affiche est cool, hein, mais du coup, je l'ai fait 7 fois dans la journée. Donc ça, c'est pas écologique. On a remis 7 fois de l'eau chaude dans la baignoire pour remettre des glaçons dedans. Mais l'affiche, au final, est super cool, je pense. Ouais, voilà, pour le coup, le froid, la grosse top qui claque, on n'y était pas. On n'y est pas. On était dans la top de Dauphin. Rentrée. La top rentrée. Ok, bah merci beaucoup. Alors on peut que conseiller le bouquin et puis d'aller voir partout où tu passes. Thomas VDB s'acclimate, et puis, Voilà. et puis Comedian Rhapsody, mon livre. Absolument génial. Ok, et bien merci. Merci.